En direct de Chicago, la radio de la communauté, ce journal magazine de Dean Lewis de ce lundi s'ouvre sous le signe de la fête du Canada. Vous avez donc en face de nous Bernard Pongui du Canada, mais aussi Sadio Morel-Kanté, journaliste de la diaspora. Alors, salut Sadio. Bonjour, bonjour. Je veux seulement rectifier que je ne suis pas journaliste de la diaspora. Je suis journaliste dans la diaspora de France. Voilà, Sadio qui est donc journaliste dans cette diaspora de France et qui est congolaise. Alors, nous parlons aujourd'hui de la crise congolaise et les moyens d'en sortir. Vous savez que tout devient suspendu à la décision du FMI. Jour J-4, le FMI se prononcera sur la situation du Congo. Mais dans le temps, la misère s'exacerbe au Congo-Brazzaville. L'optimisme peut-être des dirigeants d'il y a quelques semaines tend à s'effriter ou à s'amenuiser. Alors, tout cela sur fond de crise. Bernard Pongui, comment les Congolais… Je souhaite bonne fête à tous les Canadiens, à la communauté, aux différentes communautés africaines vivant au Canada et aux afro-descendants canadiens pour cette fête. Et je pense que la prochaine fois que ça se fêtera, je serai au Niagara Falls. Absolument. Voilà, peut-être à Toronto chez M. Bernard Pongui. Alors, Bernard Pongui, comment vous fêtez là-bas? Mais ça se passe bien, les festivités sont partout. Après, ici, nous, au sein de la communauté, on s'organise aussi. Donc, après le direct, on va se rendre avec les amis. Voilà, avec les compatriotes. Voilà. Ça se passe bien. Voilà. Jour J-4, c'est le Congo attend fiévreusement avec donc beaucoup d'espoir la décision finale du FMI qui tombe dans quelques jours, bien sûr. Alors, Sadio Morel-Kanté, vous pensez que l'espoir d'il y a quelques jours, notamment des partisans du gouvernement, va se confirmer? Est-ce que vous êtes sûr que cet optimisme, j'allais dire là, est de mise? Alors, d'abord, je vais dire que le 5, il n'y aura pas de réunion, c'est reporté à certainement le 12. De toutes les façons, il y aura un jour une réunion sur ça. Mais la réunion du 5 a été déprogrammée dans le calendrier du FMI. Vous savez également qu'à cause de toutes les pressions, les appels patriotiques que les Congolais font contre les échéances, l'opposition notamment, quand les échéances arrivent, font que le FMI est très prudent quand on a annoncé les dates. Donc, la date du 5 a été déplacée, ça sera certainement le 12. Et oui, de toutes les façons, à moyen ou à long terme, il y aura une signature. Mais dans le cadre espèce, il y aura une réponse. Si c'est oui, ça veut dire que le FMI aura dérogé à ses propres règles. Parce que jusqu'à présent, les clarifications n'ont pas été faites. La Chine a supprimé un montant de sa dette d'État. Mais les dettes privées, elle n'en a pas parlé. Or, la dette globale est à hauteur de 39%. Ensuite, vous savez aussi qu'il y a deux structures privées, Glencore et Trafigura, qui, à eux deux aussi, détiennent 39% de la dette congolaise. Alors, la mission qui était à Brazzaville avait été optimiste parce que la Chine avait fait montre de bonne foi, mais c'est seulement sur une partie de la dette, une infime partie de la dette qui ne résout pas le problème de la clarté, de la clarté de la dette, de la bonne foi des partenaires à pouvoir aller de l'avant. Vous savez aussi que la question de la corruption n'est jusqu'à présent pas réglée, la question de la gouvernance non plus. Donc, si en l'état, le FMI signe avec le Congo, ça sera vraiment à cause des dossiers qui vont nous échapper. Sinon, en l'état, il n'est pas encore possible. Je sais qu'à long terme, il y aura une signature. Et vous savez que depuis que la dette cachée a été découverte, Damarin, le ministre de l'économie de France, a mis sur la table à peu près 130 millions d'euros pour la part de la France à soutenir la dette congolaise pour désenclaver le Congo, mais à la condition que le FMI signe. Et la France fait une pression pour qu'il y ait cette signature-là. Mais vous savez aussi que c'est vrai que le FMI ne parle qu'avec les États, ne traite qu'avec les États,
Mais dans le cas du Congo, la pression de la société civile a été très, très forte. Bon, nous avons nous sommes dans une perspective. On a une proposition à faire. La proposition n'est pas nouvelle. Elle s'est appliquée à la Grèce il y a quelques années en arrière, et qui faisait que les élections ont été organisées pour permettre une nouvelle équipe crédible à diriger le pays et donc à pouvoir avoir accès aux prêts et à mieux gérer. Or, ce n'est pas le cas du Congo aujourd'hui. Le modèle Grèce a fait ses preuves et donc organiser de nouvelles élections sous l'égide de l'Union africaine. Sadio, on en vient. D'accord. Voilà, puisque nous parlons des moyens d'en sortir. Bon, je vous informe que nous avons donc pour inviter Bernard Pongui et Sadio Morel-Kanté. Alors, Bernard, vous pensez également comme Sadio que les conditions ne sont pas réunies pour que le FMI accorde ce prêt au Congo. D'abord, est-ce que vous confirmez que cette date a été repoussée? Ouais, ce que nous voyons dans le calendrier d'exécutif board du FMI, le Congo n'y figure pas, la date du 5. Mais on se dit, est-ce que c'est une manipulation de la part du FMI, vu le copinage qu'ils ont toujours eu avec le régime Sassou? Nous ne savons pas encore. Mais ce qui est vrai, c'est que le peuple congolais dans son ensemble, c'est que dans les conditions actuelles, le FMI va contraindre à ses propres règles, ses propres règlements, en donnant un prêt à un régime, au régime de Brazzaville, que nous savons qui n'est d'ailleurs pas respecté les conditions émises par le FMI. Parce que si nous essayons de regarder du point de vue restructuration de la dette, sur la dette de 9,1 milliards de dollars américains que le régime de Sassou détient, les Chinois ont un tiers de cette dette et les 2 tiers sont détenus par les autres traders de Trafigura Glencore. Donc vous voyez que c'est là où les Congolais se posent mille et une questions, se disent comment ça fait-il que la plus grande partie de la dette qui représente les 2 tiers sont détenus par les 2 autres traders et que le FMI exige simplement qu'il y ait restitution de la dette avec la Chine sur le 1 tiers, une condition sine qua non pour le FMI, déjà de commencer à ouvrir les portes au régime Sassou sur un programme de financement élargi de 3 ans. Ça pose véritablement un problème. Bon, maintenant, si vous essayez aussi de regarder les exigences des premières missions du FMI à Brazzaville, éventuellement des problèmes liés à la transparence, à la gestion, si vous voulez mettre en place des audits clairs et nets de la Société nationale des pétroles du Congo, mettre des équipes anti-fraude et anti-corruption, tout cela n'a jamais été fait. Donc on ne peut pas, même si les conseillers de Sassou qui sont Mathieu Pigas et Dominique Strauss-Kahn l'ont rédigé à Sassou pour informer à Sassou que le fameux contrat qu'il a mené avec la Chine, ce n'était pas en réalité une restructuration, c'est juste un arrangement interne qui n'était pas clair. Donc vous voyez que tous ces facteurs-là, quand on les met ensemble, ça donne des indices que Sassou demeure dans le flou, dans le louche, dans la non-transparence, dans l'opacité. Donc on ne peut pas pouvoir donner de l'argent à Sassou. Mais encore, une notion qu'il faut expliquer, c'est que si vous avez suivi la toute dernière conférence de presse tenue par la directrice adjointe des services de communication du FMI, la personne de Camille Andersen, elle a eu à dire 2 choses qui doivent mettre un peu de flou dans la tête des Congolais, même avec son attitude dans laquelle elle est en train de présenter la section Congo. Elle dit, à ce jour, le FMI n'est pas informé qu'il y a un autre trader que nous connaissons tous, qui est Mercuria, qui est venu. Et le gouvernement de Sassou leur a rassuré qu'ils n'ont jamais pris encore une autre dette, à l'exception de toutes les dettes qu'ils ont déjà présentées au FMI. Donc vous voyez que le FMI ne peut pas simplement attendre que Sassou lui donne toutes les informations, parce que Sassou est toujours dans le flou. Et donc voilà pourquoi nous, en tant que peuple congolais, on le dit d'une manière claire que si le FMI s'hasarde sur ce chemin à donner de l'argent à Sassou, c'est un gâteau d'anniversaire qu'ils vont donner au même gourou du régime, mais pas au peuple congolais. Voilà, Sadio, mais pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures, vous voyez qu'il ne s'appuie que sur le 1 tiers détenu par les Chinois, la dette, pour statuer? Et alors les autres? Que cache cette démarche? Oui, mais il faut comprendre que ça,
Il faut comprendre, Jean Lewis, que le rapport qui a été envoyé est un rapport optimiste, mais seulement d'une commission de travail. D'une commission de travail. Bon, elle peut ou ne pas être corrompue, elle peut ou ne être objective ou pas. Elle a émis son point de vue en disant que les indicateurs montrent que le Congo est sur la bonne voie. Et vous savez que souvent, ces institutions usent de beaucoup de langage diplomatique quand en amont, ils ont reçu des directives. Vous savez que nous, dans le cas de notre pays, c'est la France qui est bien installée dans son précaré. Le Congo reste un pays du précaré français où son dictat compte énormément. Ils ont complètement sous leur coupole ce président Sassou qui, pour asseoir son hégémonie, rester au pouvoir, est prêt à brader le pays pour conserver son trône. Donc, il y a certainement des contrats non dits entre la France et le Congo pour, notamment, vous savez que dans la politique française, ils se sont mis en tête que la stabilité du Congo et de l'Afrique est due à Sassou, ce qui est faux. Ah, Sassou est celui qui organise des bombardements de son propre peuple, massacre son peuple propre. Et la France n'a jamais vraiment pris position par rapport à ces problèmes de droits de l'homme, comme il le fait avec la Chine quand ses intérêts sont en jeu ou quand elle veut œuvrer pour ses intérêts. Donc, nous voyons très bien que la France a intérêt à ce que cette signature ait, pour une autre raison, celle de ne pas voir se dévaluer le franc CFA dans la zone Afrique centrale. Parce que les plus grands endettés de la zone, ne l'oubliez pas, c'est le Congo et la Guinée-Équatoriale, et qui sont bizarrement qui font partie des deux plus grands pays producteurs de pétrole, mais qui ont mis à mal leur économie et qui pourront faire qu'ils risquent une dévaluation du CFA dans la zone CEMAC. Et la France, je crois que tente d'éviter cette dévaluation aux conséquences multiples pour faire en sorte qu'il y ait signature. Bon, est-ce que maintenant, on doit prendre la volonté, négliger la volonté de la société civile et ne pas tenir compte que jusqu'à présent, ce sont ceux à qui ils vont prêter de l'argent, ce sont ceux-là même qui ont mis cette économie par terre. Alors, comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui a mal géré, un mauvais gardien d'un trésor? Est-ce qu'on peut lui reconfier un deuxième trésor au risque d'avoir les mêmes effets se reproduire? C'est la question qui se pose. Mais vous savez qu'en politique, il y a la réelle politique qui fera que si la signature, ça sera sur une base subjective. Voilà, Bernard Pongui, vous voyez, il y a donc un troisième larron qui tire sur les manettes, là, donc la France, qui ne veut pas lâcher. Hein. Mais la France ne pourra jamais lâcher, puisqu'il faut dire au peuple congolais, même à vos auditeurs, que la France travaille en parallèle avec les compagnies chinoises. Là où il y a des compagnies chinoises en Afrique, au Congo, ou dans la plupart des pays d'Afrique centrale francophone, vous verrez toujours qu'il y a des compagnies françaises qui travaillent en parallèle avec les compagnies chinoises. Donc, les magouilles, le pillage qui est en place, il n'y a pas que des Chinois qui profitent. La France est la France bénéficie de plus en plus. Des exemples multiples démontrent que des entreprises comme Total et Eni ont aidé Sassou à frauder le FMI pour que Sassou puisse obtenir le prêt de 2010. Vous voyez, donc la France, ce qui est vrai, la France a essayé, sinon Sassou aurait déjà dû obtenir cet argent depuis très longtemps. Mais il faut savoir que la France aujourd'hui fait face à un président qui est un businessman qui est arrivé à la Maison-Blanche, qui est le président Trump, qui a une autre vision, on peut le dire comme ça, parce que le président Trump a pensé qu'on ne peut pas continuer à rouler sur les mêmes manettes, c'est-à-dire des pays qui sont dettes lourdement avec des dettes chinoises, de revenir après, des pays qui font affamer leur population, des dirigeants qui s'enrichissent, et c'est les citoyens qui vont se mettre à payer. Voilà pourquoi le président Trump a mis des mesures strictes. Hein. Monsieur Taibor Nagui l'a dit lors de sa dernière conférence de presse qu'il a tenue en Afrique du Sud le dimanche passé. Il a été clair et net qu'on pourrait arriver aux situations où les pays africains ne pourront même plus obtenir les allégements de la dette parce que la position américaine elle est claire. Des pays qui se sont lourdement endettés avec des dettes chinoises, pas question de les aider. Voilà pourquoi vous voyez que
au niveau du FMI, ça coince. Hein. Souvenez-vous que Christine Lagarde est secondée par ce que nous appelons le first deputy managing director, qui est M. David Lipton, qui est un ancien conseiller de Trump. Aujourd'hui, à la Banque mondiale, vous avez M. David Malpass, qui faisait aussi partie de l'administration Trump. Donc, vous voyez que les conservateurs économiques de la partie anglo-saxon prennent les manettes, ne veulent plus voir de cette magouille continuer de se faire avec la France, avec ses dictateurs, protéger un homme au lieu de protéger un pays ou de protéger les populations. Donc, tout ce qu'on nous fait croire que les précarés français en Afrique, toutes ces cartes sont en train de se faire shifter aujourd'hui. Du point de vue économique, si les Américains aujourd'hui disent à la France qu'on ne peut pas soutenir des dictateurs comme Sassou Nguesso, la France n'aura pas le choix de se soumettre. Oui, mais pour le moment, ça n'a pas été dit. Pour le moment, c'est la France qui soutient bien cette économie. Donc, on n'est pas dans les hypothèses, restant dans le réalisme, dans les faits, hein, dans le factuel. Pour le moment, c'est vrai que Trump a dit que tous ceux qui collaborent avec la Chine n'auront pas de prêts, de faveur du FMI qui est financé majoritairement, oui, par l'Amérique, mais on n'en est pas encore là. Hein. Sadio, regarde, Bernard. Je suis en train de poser un argument solide. Bernard, je voudrais... Bernard. Et il y a eu une réunion des ministères des zones économiques en Afrique, tenue par Bruno Le Maire, qui, dans un contexte, on peut dire, a traité Sassou de passager clandestin. Bruno Le Maire faisait la proposition de mettre sur la table 135 millions d'euros si Sassou signait avec le FMI. Nous sommes déjà quasiment, on allons vers une troisième année et cette signature n'a pas encore conclu. Et tout ça, ça démontre que si ça comptait que ça se réalisait que sur la France… Mais jusqu'où, Bernard, jusqu'où ça peut aller ce duel-là? Bernard, jusqu'où ça peut aller ce duel entre anglo-saxons et les francophones? Est-ce qu'on peut spéculer sur… non, mais c'est sur notre dos, ils s'entendront toujours, hein, ne vous en faites pas. Jusqu'à présent, vous savez que généralement, l'Amérique ne se dispute pas un territoire africain ou un territoire du monde avec l'Occident, la France ou l'Occident. Parce que de toutes les façons, l'Amérique est gagnante. Elle fait tout payer par devise. Vous avez tout vu dernièrement, la menace que Trump a fait par rapport à ceux qui manipulent leur monnaie. Ils pensent qu'en manipulant les monnaies pour se mettre sur le marché, ça pourra fragiliser l'économie américaine. Vous avez vu les sanctions qu'ils préconisent sur eux. Donc, généralement, la France, les États-Unis sont toujours gagnants dans les échanges mondiaux parce que tout se fait en devise, en devise américaine. Donc, il n'y a pas de problème, ils ne se disputent pas. À un moment, ils trouveront le temps de coordonner pour qu'il y ait peut-être juste mesure, mais si c'est signé, comme je l'ai dit, ça sera de façon subjective, ça sera au détriment de ce que nous voulons parce que remettre de l'argent entre les mains d'un voleur qui a déjà fait ses preuves depuis tant d'années, n'oubliez pas que le Congo est sorti il y a pas si longtemps d'un programme, a bénéficié il n'y a pas si longtemps d'un programme d'ajustement de PPTE dont il ne devrait pas bénéficier si Dominique Strauss-Kahn, l'ami de Sassou, n'était pas aux commandes au FMI. Donc, ça fait qu'à un moment, on est rattrapé par la réelle politique par rapport aux combinaisons des jeux politiques et des intérêts des uns et des autres. Donc, dire qu'ils ne signeront pas alors que le FMI même est gagnant en signant avec le Congo. Parce que le principe du FMI, c'est quoi? C'est prêt contre ramassage des ressources naturelles des populations qui prêtent. Voilà pourquoi nous, dans le cabinet du président, du candidat déclaré aux élections de 2021, nous préconisons donc qu'il n'y ait pas signature, qu'il se passe plutôt des élections sous l'égide de l'Union africaine. C'est là une transition, donc, c'est-à-dire que signer, mais avec qui, justement, ouais? Bernard Pongui. Mais non, mais écoutez, oui, mais pour permettre… la proposition est claire. Les situations macroéconomiques du Congo sont dans une situation compliquée. Le problème, c'est que ce que les Congolais exigent d'une manière générale, qu'on ne veut pas donner de l'argent aux mêmes gens qui continuent à nous tourner au même rang, au même jeu. C'est-à-dire que, en fin de compte, le Congo finira toujours par signer avec le FMI, qu'on n'en veuille pas. Mais il faut que ce soit une équipe qui travaille en connivence avec son peuple, c'est-à-dire des gens qui sont élus
démocratiquement élus dans ce pays. Donc, pour que nous puissions avoir une élection crédible au Congo, alors, nous allons que cette élection soit organisée par le même régime. Nous allons passer en revue. La signature du FMI viendra toujours, mais en tout cas, le souhait du peuple congolais, en néanmoins les 92% du peuple congolais, le disent haut et fort que ça ne se fasse pas avec les mêmes individus, le même régime qui a mis le Congo dans cette banqueroute, dans cet apocalypse économique que les gens sont venus nous insulter quand nous l'avons prédit. Aujourd'hui, nous en sommes là-dedans. Voilà. Alors, nous allons passer en revue toutes les initiatives qui, certainement, nous conduiraient à la réinstallation ou restauration de la démocratie. En direct de Chicago, retour sur cette antenne avec mes deux invités, Sadio Morel-Kanté, journaliste, et Bernard Pongui, résistant du Canada. Alors, nous parlons de la crise congolaise et des moyens d'en sortir. Alors, Bernard Pongui, essayons un peu de passer en revue toutes les possibilités, donc toutes les initiatives qui nous permettront d'installer un gouvernement crédible à Brazzaville et qui pourra, à ce moment-là, signer avec le FMI. Première initiative, vous avez le gouvernement Makomé. On peut en parler. Bon, mais le gouvernement de Makomé, ce n'est pas un gouvernement qui est souhaité déjà par le peuple congolais. Ce sont des initiatives personnelles ou des Congolais de la diaspora qui pensent qu'il faut mettre en place des stratégies pour bousculer le régime de Brazzaville. Bon, moi, je n'ai pas condamné ces Congolais-là qui mettent des stratégies pour bousculer le régime de Brazzaville. C'est bien, on continue de lutter, chacun à sa manière, à continuer de mettre la pression, mais c'est un gouvernement qui n'est pas reconnu, ni par la communauté internationale, ni par la plus grande partie des Congolais. Vous voyez, donc, tout ça encore, c'est des farces entre nous. Mais nous pensons que ce n'est pas de la bonne façon de faire des choses. Nous avons toujours proposé qu'il va falloir que nous concentrons nos énergies. Il y a deux choses. Ou nous allons donc pousser notre peuple au soulèvement populaire et aller chercher donc les soutiens nécessaires, éventuellement par le biais des lobbying des amis du Congo, pour nous aider à freiner ce régime-là. Comment on va pousser le régime pour frère? Par une pression internationale. Parmi cette pression, nous avons proposé, si vous voulez, des sanctions économiques, retirer par exemple la signature financière du Congo de Sassou, auprès du régime Sassou, c'est-à-dire tout le pétrole qui est vendu ou les minerais qui sont vendus par la monnaie de référence que nous appelons le dollar. Donc, toutes ces transactions-là sont approuvées par le Trésor américain. Donc, si, d'un point de vue pression internationale, nous puissions arriver à bloquer déjà ces transactions, c'est-à-dire que le Trésor américain n'approuve plus que ça se puisse toucher de l'argent ressortant de la vente du pétrole, ça couperait des leviers financiers pour le régime Sassou. Et nous avons aussi proposé des restrictions de voyage, éventuellement essayer de regarder dans l'ensemble Sassou, même du point de vue système diplomatique, de ne pas empêcher ces gens-là d'accéder à un certain nombre de pays. Mais Bernard Pongui, nos amis les Makomé ont proposé tout cela, notamment le blocage de fonds et autres. Vous ne l'avez pas appelé? Oui, mais jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau ces Congolais-là sont unis pour aller dans cette démarche? Vous voyez? Alors, comme nous sommes partis en aide aux États-Unis, on a fait venir pas mal de Congolais de France. Tous, ils étaient d'accord, des assises, ils étaient là. Mais à un certain moment, ils ont disparu, chacun a fait son chemin. Parce que parmi nous, il y avait toujours des gens qui pensaient qu'il faut toujours trouver des voies et moyens pour continuer à négocier avec le régime Sassou. C'est ce qui fait que plein de projets qui avaient été mis sur la table ont été freinés. Oui, monsieur John. Et puis, dans ces sanctions qu'on proposait, on avait aussi proposé le phénomène d'embargo, aujourd'hui qui coûte 8% du PIB congolais aux achats des armes au régime Sassou. Ces mêmes armes qu'il utilise contre le peuple congolais. Donc, si déjà on avait réussi de mettre en place ces sanctions-là, ça serait déjà des moyens de pression. On pensait que ces gens-là puissent envoyer des transferts de fonds à leurs parents qui sont à l'extérieur du pays. Éventuellement au Canada, États-Unis, Europe, et ainsi de suite. C'était des techniques, des stratégies de non-violence. Et puis, regardez en dernier lieu l'équilibre de forces militaires.
Ça, c'était des propositions que nous avons eu à mettre sur la table, mais les Congolais ont préféré la distraction, créer des petits gouvernements, des petits groupes. Alors Sadio, d'une quelconque élection. Sadio? Oui. Alors, vous pensez oui, mais moi, je préfère ne pas donner mon point de vue. Je préfère ne pas donner mon gouvernement Makomé? Oui, je préfère ne pas me prononcer sur un gouvernement de farce créé dans une cave de Paris. Voilà. Alors, donc, deuxième initiative, c'est la réception, la conférence nationale BIS. Qu'en pensez-vous, Sadio? Alors, je connais les acteurs de cette conférence. J'ai été contacté pour prendre part. Malheureusement, je n'ai pas vu la pertinence, de mon point de vue, hein, comment on peut, à moins de se dire, bon, on a échoué, on a limité, ça soit fort. Maintenant, on veut aller le supplier pour qu'il accepte de faire, d'accepter une conférence nationale bis, tout en sachant que la première conférence nationale qui lui a été imposée a vu son départ du pouvoir, sa fragilité. Il est parti avant de revenir par des armes pour chasser les sous-bas du pouvoir et revenir aux commandes. Et depuis, on a vu les limites de ce pouvoir-là qui est revenu par les armes. On a vu toutes les limites qu'il nous a imposées et la crise aujourd'hui sociale, politique, économique qui nous a imposée parce que tout simplement, ce type n'est pas programmé pour gérer un pouvoir et qui n'a pas intégré les programmes de gestion et de réussite d'un pouvoir alors qu'il a tout un peuple à satisfaire. Hein. Il n'est pas là pour lui, mais il nous a montré que lui, c'est ma famille d'abord, c'est mes proches d'abord, c'est piller le Congo, c'est se moquer des Congolais. Voilà, donc je pense pas que, j'ai donc pas trouvé mon intérêt dans cette démarche qui, selon moi, consiste à dire à Sassou, voilà, nous avons nos limites, tu es le plus fort, tu es le plus beau, tu peux nous emmener loin, alors que on constate ce changement-là. Si au moins on était dans la perspective où les rapports de force étaient créés pour imposer à Sassou, comme on l'avait fait en 91, la tenue d'une conférence, d'un dialogue national souverain ou d'une conférence internationale. Tout cela découle de la réussite des rapports de force établis. Sinon, il faut oublier le combat et se contenter de Sassou au pouvoir jusqu'à sa mort et puis il va nous imposer un des siens. Voilà. Voilà, Bernard Pongui, nous savons que quand je les ai reçus, j'en ai reçu ici, donc M. Maungu, ils ont reconnu effectivement que la balance pèse beaucoup plus du côté du gouvernement, donc les rapports de force sont en leur défaveur. Alors, l'initiative d'une conférence nationale souveraine bis, vous pensez qu'elle a les chances d'aboutir? Ben, écoutez, la première conférence nationale a été poussée par le peuple. Hein. C'est le peuple qui a poussé l'armée désolidarisée de Sassou. Et voilà pourquoi nous avons obtenu cette première conférence nationale souveraine. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, vous voyez un groupe de gens qui se ramènent aller voir Sassou, demander à Sassou d'organiser une conférence nationale souveraine. Ça veut seulement dire que ça sera une conférence pilotée sous le calendrier de Sassou. Donc, manigancé par Sassou. Ça va être d'ailleurs, comme d'ailleurs, tous les dialogues qui se sont déjà passés au Congo. Non, dit Loïs, nous ne sommes pas de cette démarche-là, hein, qu'il s'agit d'aller à une conférence nationale souveraine sous le régime Sassou, demander à Sassou de le faire. Non, ça c'est aller chercher le partenariat avec le régime Sassou et nous nous condamnons ces genres de pratiques. Vous voyez, dit Loïs, les conditions que nous sommes en train de regarder au Congo, vous avez le fichier national d'interdiction des détentions des armes illégales est totalement brisé. Vous avez des fractions militaires, vous avez des groupes, des clans, des ethnies qui font partie de ce système militaire, de ce système de la répression au Congo. Du point de vue civil, vous avez des groupes comme des bébés noirs qui ont été expressément créés par les mêmes régimes du pouvoir pour régler leurs problèmes personnels. Bon, dans des circonstances pareilles, vous nous parlez d'un dialogue national. Ces gens-là qui iront pour ce dialogue national-là auront quel genre de sécurité? Vous voyez? Donc, Dino Wiss, en tout cas, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Ce n'est pas la solution à faire du Congo. Alors, la solution viendrait peut-être
des élections qu'on nous a proposées. C'est-à-dire, on vous a vu très actif ces derniers temps en publiant des posts de notre frère Gombe, donc des posts sur lesquels vous faites la promotion justement des élections de 2021. Quand on sait, c'est-à-dire que les conditions ne sont même pas les mêmes. Sadio. Attendez, je ne pense pas que quelqu'un m'a vu faire la promotion des élections de 2021. J'ai fait la promotion d'une candidature. Non, d'accord, vous comprendrez la nuance. J'ai fait la promotion d'une candidature pour 2021, tout en sachant qu'il ne sera peut-être pas possible d'organiser des élections en 2021 si, entre-temps, nous arrivons à établir, à renverser les rapports de force. C'est ce qui est notre objectif avant 2021, d'où, déjà, vous m'avez entendu parler, proposer la tenue d'élections anticipées avec un nouveau gouvernement crédible, qui ne soit pas en crise de confiance, qui n'est pas la crise de confiance de son peuple, ni des institutions à travers le monde, et soutenu seulement par quelques pays véreux qui veulent couler notre pays. Donc c'est pour cela que vous verrez qu'on n'a pas encore parlé d'élections de 2021, mais d'une candidature pour 2021. Et 2021, pour nous, c'est d'abord trop loin. Entre-temps, c'est une candidature stratégique. Vous avez compris que la société civile n'est pas un partenaire du FMI et de plusieurs institutions. D'accord? Vous savez aussi que lorsqu'on se positionne en politique et quand on est positionné société civile, on n'a pas la même considération. On ne s'assoit pas pareil dans un fauteuil devant les institutions ou les partenaires de notre pays. Donc, nous, notre stratégie, c'est de pouvoir parler à nos partenaires en tant que candidat déclaré d'abord, tout en espérant que la crise va être tellement aiguë avant l'échéance de 2021 que ce soulèvement populaire interviendra pour booster Sassou dehors. Les élections de 2021 sont vraiment secondaires pour nous. L'objectif ne l'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'instaurer une transition qui baliserait le chemin? Bah oui, c'est-à-dire lorsque déjà on demande au FMI, à la Banque mondiale ou à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEMAC de parrainer des élections pour tenir des élections crédibles, c'est déjà demander une transition. C'est un peu comment ce qui se passe en RDC. Les gens s'attendaient à une transition démocratique. Il n'y en a pas eu. Il y a eu une transition politique plutôt. Je parle bien de transition parce que je pense que c'est en 2023 qu'il y aura de vraies élections en RDC où les vrais enjeux vont se mettre en place, des enjeux politiques bien sûr. Donc, nous sommes dans la même dynamique. C'est de se dire que on se positionne candidat, on parle devant nos partenaires en tant que candidat et entre-temps, on pense que le peuple sera tellement réduit dans ses droits que ce qui est arrivé, les mécanismes qui s'étaient mis en place en 91 pour fragiliser Sassou et son régime se mettront en place et en sollicitant que, donc je reprends donc mes propos, que la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, l'Union africaine et peut-être aussi la CEMAC demandent l'organisation sur le modèle grec de la tenue d'élections de plus crédible, donc qu'on puisse avoir un gouvernement qui est beaucoup plus, ce qui sera crédible, un gouvernement qui pourra parler droit à son peuple sans avoir à se reprocher d'avoir pillé, d'avoir violé les principes, d'avoir été un gouvernement forfaitaire. Voilà un peu notre positionnement. Donc jusqu'à présent, on a mis en sourdine, on parle de candidature, d'une candidature déclarée pour les élections de 2021, mais on ne fait pas la promotion des élections de 2021. Il y a une nuance importante qu'il faut noter là. Merci. Voilà, Bernard Pongui, je vous vois en train de regarder Sadio comme si vous rêvez. De 2021, c'est dans 2 ans. Ah non, il ne faut pas qu'il se lève, hein, parce que s'il se lève, moi rêver, dreaming. Alors, Bernard Pongui, est-ce que vous pensez que 2021, c'est dans 2 ans, qu'il il est tôt de parler d'élections? Et même si c'est une légitimité, est-ce que vous pensez que la question n'est pas opportune à ce jour? Bon, M. Dean Lewis, nous entendons tout le monde le dire.
chaque Congolais libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il peut faire. Oui, c'est leur droit d'être candidat, de leur droit de faire ceci. D'accord, nous, on n'en disconvient pas. Mais, dis-nous, oui, déjà, je suis très étonné que les Congolais nous parlent d'une candidature, nous parlent d'une quelconque élection, visent le cap de 2021, et ces mêmes Congolais-là continuent de combattre la dictature. Et c'est l'élection dont on parle. Alors, je ne permets pas que Bernard Pongui parle de nous en termes de ceux qui vont continuer le combat de la dictature. Ça, il faut l'enlever de sa tête, parce que je pense que avec ce que j'ai développé, ce que j'ai expliqué, il n'y a pas, et il ne peut pas prouver, il ne peut pas démontrer que j'ai en nous, on a au sein du cabinet du président déclaré, du candidat déclaré, qu'on a une quelconque acquaintance avec ce régime. Alors, ce sont des scénarios comme ça qui font qu'on ne s'entend pas, que le Congolais d'en bas va comprendre qu'on est en acquaintance avec ça sous un régime sanguinaire, dont notre objectif de tout le temps est de tomber. C'est pour cela que j'ai tenu à dire que nous ne sommes pas dans la perspective d'élection. Nous sommes dans une perspective de candidature pour pouvoir parler face aux partenaires. En tant que politique, et souhaiter qu'avant 2021, il y ait ce soulèvement ou cette transition que j'ai proposée, que dans notre cellule, nous pensons qu'il peut être organisé, calqué sur le modèle grec, est mise en place, tenue par le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Union africaine et peut-être le CEMAC. Donc, parler de nous en tant que soutien à la dictature, je ne le permets pas et je le refuse. Ils sont pour le principe. Bon, écoutez, sous condition, bien sûr. Monsieur, nous avons suivi Monsieur Ngombe à Diana TV le dimanche passé. Nous avons suivi Guy Mafimba aussi. Ils ont parlé dans ce même contexte. Mais déjà, nous, personnellement, ça nous étonne que les gens nous parlent déjà d'une quelconque élection, sachant que le même régime qu'ils ont combattu sont toujours au règne. Donc, une élection potentiellement, je réitère, potentiellement. Est-ce que Pongui a compris que j'ai dit que nous demandons la tenue d'élections anticipées, donc avec un nouveau fichier électoral, avec les partenaires Banque mondiale, FMI, Union européenne, est-ce que Bernard Pongui a entendu ça au lieu de vouloir insister et mettre dans la tête du Congolais que nous sommes en acquaintance avec le pouvoir du Congo? Ça, je refuse d'entendre. Laissez-nous terminer notre argument. Donc, ça ne sert pas de couper la parole parce que ça ne donne pas le côté débat. Si vous voulez écouter les grands arguments des compatriotes, laissez les compatriotes aller jusqu'au bout de leurs arguments. Quand vous parlez, on vous laisse le temps de parler. Donc, ne nous coupez pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on le dit, Dean Lewis, très étonnant de voir les mêmes régimes, les mêmes individus, les mêmes Congolais qui nous disent qu'ils sont de la société civile, qui combattent le régime et qui nous viennent avec une quelconque candidature, fixant des élections potentiellement organisées par le même régime. Non, il parle de Bernard Pongui, il parle du principe. Ils acceptent ils sont pour le principe et pour des mesures d'accompagnement. Maintenant, Sadio, comment allez-vous obtenir ce principe? Merci de l'avoir compris. Dean Lewis, écoutez, Dean Lewis, on vous le dit là. Quelle est la leçon que nous avons tirée de l'élection de 2016? Il n'y a pas eu les Nations Unies là. Il n'y a pas eu l'Union africaine comme des observateurs. Il n'y a pas eu l'Organisation internationale de la francophonie pour venir accréditer Sassou Nguesso. Tous ces groupes d'organisations dont on nous fait miroiter dans toutes les plateformes de télévision, que des associations qui ont des partenaires qui viendront appuyer, ont été là. Et ces mêmes groupes ont assisté au hold-up électoral, ont assisté à la condamnation d'un certain nombre de ceux qui étaient là comme des candidats. Donc, le Congo n'est pas libre, on le répète, on le redit haut et fort. Nous devons d'ailleurs concentrer justement, nos énergies à la libération. Nous poussons le Congo à cette liberté-là, à avoir cette autonomie par l'organisation sous tutelle des institutions. Je ne sais pas si vous comprenez, vous n'arrivez pas à intégrer certaines choses. Et donc, c'est difficile pour vous à comprendre ce que nous avons dit. Nous comprenons que peut-être que le français est trop compliqué à ce niveau-là pour vous. Ça se comprend. Mais nous n'avons pas dit que nous étions dans la perspective d'élection, je le répète. Et que je pense que le candidat déclaré André Gombe est très sérieux.
que personne ne doute de son sérieux, que personne ne doute de sa capacité à se saisir des dossiers à tous les niveaux et à les traiter avec un sérieux qui n'a d'égal que l'amour. Déjà, écoutez, non, je finis. Est-ce que je peux dire quelque chose? Si vous parlez, ben, tout à l'heure, elle m'a coupé, n'est-ce pas? Est-ce que je peux finir? Je demande à finir mon propos. Vous nous parlez déjà d'une candidature à une quelconque élection. Le régime de Sassou sait qu'il va organiser... Mais est-ce que Bernard comprend qu'on ne demande pas à aller aux élections avec Sassou, avec son fichier bidon et dans ces conditions qui sont dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui? Nous avons dit, nous demandons... Sadio, allez-y. Voilà. C'est-à-dire, Bernard n'arrive pas à comprendre que nous ne demandons pas des élections avec Sassou en l'état actuel. C'est-à-dire, avec le même fichier, avec le même mécanisme. Andrea Gombe est un surdoué qui a analysé tout ce qui a échoué jusqu'à présent pour proposer autre chose. Il est dans la perspective d'un autre Congo. C'est un homme nouveau, avec des mécanismes nouveaux, un souffle nouveau. Il veut proposer sa contribution aux Congolais. Nous adhérons totalement, entièrement à ce projet parce que ce n'est justement pas pour aller faire des élections avec Sassou. C'est de demander que les institutions telles que la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, l'Union africaine commandent et mettent sous tutelle le Congo, sous tutelle économique et sous tutelle électorale, s'il vous plaît, pour pouvoir tenir ces élections-là et passer la main à un gouvernement crédible, à des personnalités nouvelles crédibles qui n'ont pas mis l'économie par terre parce que nous pensons que cette équipe qui a malmené notre économie a montré ses limites. Elle est obsolète dans sa gestion du pays et donc nous n'en voulons pas. Nous voulons dépasser le stade de crise et pouvoir proposer des alternatives avec des partenaires crédibles qui vont convoquer des réunions, qui vont convoquer des élections calquées sur le modèle grec. Je crois que Sadio, vous avez raison. Ce que j'ai dit. Parmi nous, attendez, le rêve accompagné. Sadio, ce que vous affirmez tient sur le plan logique. C'est-à-dire, nous sommes un peu dans le monde des nuées, mais concrètement, Bernard Pongui vous fait remarquer que ces milieux-là sont corrompus et l'expérience nous le montre depuis l'élection de 2016. Comment concrètement d'abord, donc, si déjà Bernard Pongui est défaitiste, je pense que Sassou est tellement puissant. Donc, Bernard Pongui pense que Sassou est tellement puissant que le temps ne peut pas altérer, que rien ne peut faire, que les hommes resteront toujours idiots à sa solde, alors qu'aujourd'hui, les enjeux mondiaux sont à la recherche d'hommes nouveaux. Les enjeux géostratégiques sont tels que quand quelqu'un est là, face à Sassou, comme le sérieux candidat Gobé, pour proposer des choses plus sérieusement, c'est ce que la communauté internationale attend, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu quelqu'un qui a fait le poids dans les propositions telles que le fait Andrea aujourd'hui pour pouvoir être entendu. Je peux vous assurer que Andrea aujourd'hui est très écouté sur tous les plans, toutes les institutions, et dans notre stratégie interne, qu'on ne peut pas tout dévoiler, il est très avancé dans ces dossiers, et donc c'est pas pour aller des élections, comme dans l'entendement du petit Congolais avec Sassou, mais c'est de commander que des élections soient organisées sous tutelle du FMI, de la Banque mondiale, et je pense que la différence est de taille et que n'importe qui a un minimum de bonne foi comprendrait ce que veut Andrea et ne va pas le réduire à quelqu'un qui veut aller aux élections avec un dictateur sanguinaire qui pilonne son peuple, qui pille son trésor et qui n'a de respect d'aucune loi. Aujourd'hui, nous avons des partenaires nouveaux. Sadio, comment vous Est-ce que vous comprenez? Est-ce que déjà, est-ce que tu peux me dire, Sadio, comment vous articulez ça? Comment vous allez faire entendre raison à ce système pour qu'il accepte justement le principe d'une négociation internationale qui me paraît tout à fait à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez articuler sur ce point? C'est ce que je veux savoir. Voilà. Parce que je crois que à Bernard Pongui, la question m'est posée. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Dean Lewis, je crois que vous suivez la marche du monde, vous suivez la marche du nouvel homme, du nouvel homme aujourd'hui dans le monde. Les enjeux géopolitiques, géostratégiques autour du bassin du Congo font que tous les partenaires veulent travailler avec le Congo. Mais beaucoup hésitent.
nous allons vers ces hésitants-là. Vous avez vu, lorsque le Brésil a soutenu le Congo, soutient Sassou dans son projet agricole, Andrea Gombe s'est pointé beaucoup plus tôt en Argentine, donc un ennemi déclaré des amis de Sassou. Quand la Chine est en train de bafouer nos économies, nos ressources, Andrea Gombe a pointé du côté du Tibet et a des partenaires tibétains sérieux dans ce domaine-là pour pouvoir rééquilibrer les choses. Donc, je vais vous dire aujourd'hui que aujourd'hui les États-Unis sont d'accord pour un face-à-face qui ne dit pas son nom avec la Chine pour le mettre hors du danger des ressources et pouvoir prendre leur part. N'oubliez pas aussi qu'aujourd'hui, il y a la Russie qui est présente en Afrique. Donc, les enjeux, les rapports de force ne sont plus seulement avec la France et Sassou face au peuple congolais qu'ils ont tout le temps dominé aujourd'hui. Nous avons des partenaires nouveaux que sont donc les États-Unis, la Chine, la Russie et les amis du Congo, tous les démocrates qui sont nichés un peu partout dans le monde, à attendre le moment opportun pour pouvoir sortir, aider à sortir le Congo de cette situation qui n'arrange personne parce que ça ne permet pas les négociations, ça mine beaucoup les négociations et donc les intérêts des partenaires qui veulent travailler avec nous. Ça, il faut le comprendre et pouvoir se dire que il n'y a pas que Sassou qui donne le rythme, le tempo au Congo. Pour une fois, on a eu quelqu'un qui, depuis qu'il a parlé de sa candidature, fait danser Sassou. C'est Andrea qui a donné le rythme aujourd'hui. D'habitude, on était en faire la publicité comme ça de votre candidat, non? Allez, Bernard Pongui. Pardon? On va donner la parole à Bernard Pongui. Le modérateur du débat, c'est à vous de faire passer la parole. Allez-y, Bernard Pongui. Sadio, on va écouter Bernard Pongui. Allez-y. Absolument, la parole lui revient, il va parler. Allez-y. Oui. Bon, voilà. Bah, écoutez, M. Dean Lewis, les Congolais sont en train de rêver. Hein? Ce n'est pas pour rien, vous faites affaire à un homme qui dépense 8% du PIB dans les achats d'armes. Vous voyez, la meilleure façon de pouvoir pousser cet homme véritablement à la table de négociation, c'est éventuellement de mettre en place les sanctions dont nous avons parlé, l'embargo sur les armes, les interdictions de voyager, fermer les valves du Congo pour que Sassou ne touche pas cet argent. C'est l'unique façon que le FMI et la Banque mondiale, même les partenaires du Congo, vont exiger véritablement l'élection sous tutelle comme on est en train de nous présenter ici. Si vous n'emmenez pas ces vérins-là, ces leviers-là, de blocus, de verrou contre le régime Sassou va organiser carrément l'élection en 2021. Et donc, votre candidat que vous êtes en train de publiciter, il faut que l'élection organisée par le régime Sassou. Je vois que le niveau n'est pas au rendez-vous et donc je préfère me retirer. Dans notre façon de s'exprimer, nous en sommes clairs que les conditions d'organisation d'une élection, nous les avons vues sous la tutelle des mêmes organisations, l'Union africaine, les Nations unies, puisque tout ce monde continue à dérouler le tapis à Sassou. Nous voyons mal, sans pourtant qu'il y ait ces sanctions dont nous avons énumérées, nous voyons mal que le régime Sassou et le PCT vont accepter que vous puissiez simplement demander à vos organisations, à vous, de bloquer le régime Sassou. Totalement impossible. Donc nous savons, libérons d'abord le Congo. Une fois que le Congo est libre, et nous allons nous mettre à organiser véritablement une élection crédible et transparente au Congo-Brazzaville. Mais non, du point de vue candidature de Ngombe, personnellement, je ne me suis pas opposé à la candidature de Ngombe. J'ai dit ceci, ce n'est pas le moment propice pour présenter une candidature. Mais si déjà, nous ne voulons pas organiser une élection dans la Kizilou, dans la Flore, libérons le Congo, on va se mettre sur le terrain du Congo, on va parler aux Congolais, on va voir comment les Congolais vont se mettre à voter, ces Congolais-là qui viennent de la diaspora ou du Congo. Déjà, votre candidat Ngombe, quand on nous le présente, il a quitté le Congo. Allô? Alors, nous avons des problèmes avec... Apparemment, il y a un problème de réseau. Oui. Bon, voilà. Donc, on le dit, on s'excuse tout à l'heure. Le Congo de rapport qu'on connaît sur les rapports, ce n'est pas le Congo de la réalité. Donc, on ne va pas nous parler d'une élection organisée par un régime criminel qui est habitué à tricher. Libérons le Congo et ces gros calibres de la diaspora iront au Congo, poser leur candidature tranquillement et nous allons soutenir le Congolais là qui nous vient avec un projet de société
tu vas dire, pas le Congo des rapports ou ce que tout le bruit qu'on nous fait passer autour. Est-ce que ce que j'ai proposé n'est pas un mécanisme de libération du Congo? Sinon, si vous considérez que ce n'est pas un mécanisme de libération du Congo, dites-moi pourquoi depuis le temps, vous ne faites pas ce que vous proposez, votre façon de libérer le Congo. Est-ce que vous avez un schéma pour libérer le Congo? Quand on vous dit déjà qu'on veut, on sollicite d'autres partenaires pour la... Mais c'est déjà dans la perspective de libérer le Congo. On va conclure, Sadio. C'est une perspective de libération du Congo. Sadio, nous allons conclure. Nous allons conclure. Mais si vous êtes quelqu'un pour imposer ça, faites en sorte que nous, on n'y croit pas déjà. Bernard Pongui. Vous ne jouez pas le jeu du régime, donc vous refusez une candidature, vous parlez plutôt dans le sens de la libération du Congo, poussez ces partenaires du Congo à mettre en place des sanctions, parce que jusqu'à ce moment... On ne va pas parler avec vos mots. On ne va pas parler avec vos mots, Bernard. Voilà, mais on a entendu le dire. L'embargo des armes, on ne l'a pas vu. Les sanctions économiques... Nous n'avons pas de cerveau d'emprunt, ni de plume d'emprunt. Merci de comprendre cela, Bernard Pongui. Ne mettez pas la poudre de perlimpinpin dans les yeux de Congolais avec une quelconque élection. Alors, nous allons conclure. Bernard Pongui. Emmener le pays dans le chemin. Bernard Pongui, nous allons conclure. Sadio, vous aurez 2 minutes pour faire la synthèse. Oui. 2 minutes, vous voyez, je m'amende. Non, en quelques secondes, je le dirais. Donc, non, je vous donne 2 minutes. Nous ne comptons pas aller aux élections. Vous allez Moi, je finis là. Est-ce que je peux parler, Sadio? Je voudrais... Avec une élection organisée par Sassou. Ça qui se l'enlève dans la tête et qu'on l'a vu mettre ça dans la tête des Congolais depuis longtemps, c'est faux. Nous ne comptons pas aller aux élections organisées par Sassou. Ce que nous proposons est clair. Nous comptons premièrement sur un soulèvement. Pour y arriver, il y a des mécanismes. Nous comptons secondo sur la mise en tutelle électorale du Congo pour qu'il y ait les élections, pour que le Congo soit libéré de Sassou, mais sous tutelle de la Banque mondiale, du FMI, et c'est des façons de libérer le pays. S'il n'en connaît qu'une seule façon, c'est tant pis pour lui. Nous, on en connaît une autre, et c'est ce plan que nous essayons de dérouler, et de ce que nous avons proposé aux Congolais. Nous allons le dérouler afin de libérer notre pays. Il n'y a pas qu'une seule façon de libérer. Il n'y a pas qu'une seule façon de conception de libération d'un pays. Alors, sur le soulèvement, vous avez entendu Mathias Nzon brandir la menace des armes de Sassou. Qu'en dites-vous? Oui, mais il a dit les propos de son âge. Nous, on est des hommes nouveaux, on est au XXIe siècle. On ne va pas se rendre anticonstitutionnel comme Sassou ou comme comment le voudrait Mathias Nzon. Nous, notre constitution nous permet le soulèvement et justement, si la communauté internationale met sous tutelle électorale le Congo, sous tutelle économique le Congo, le soulèvement sera possible parce que c'était le même mécanisme en 91 où la perestroïka combinée à la menace de Mitterrand de conditionner l'aide de développement au multiratisme, à la dégradation de la situation économique dans notre pays, justement on était dans à peu près la même situation, a fait naître ce mouvement-là qui a permis à la société civile d'organiser des... Alors, nous avons des problèmes avec... Alors, c'est Bernard Pongui, est-ce que vous m'entendez? International. C'est stable avec des partenaires internationaux. Alors, Bernard Pongui? Alors, une fois de plus, je sens que Bernard Pongui, il est parti. Voilà. Toutes nos excuses pour cette coupure. Nous avons pour la première fois avec Bernard Pongui quelques difficultés techniques. Alors, merci beaucoup Sadio d'être venu à cette émission. Merci, c'est moi qui remercie et je réitère mon vœu de bonne fête aux Canadiens et espère pouvoir y être à la prochaine fête, surtout au Niagara Falls. Voilà, il nous revient peut-être pour conclure là. Bernard Pongui, est-ce qu'il est là? Je vois qu'il est revenu. Voilà, Bernard. Attendez. Bernard Pongui? Bon, je ne le vois pas apparemment. Alors, Bernard Pongui? Alors, il ne va pas conclure, malheureusement. Alors, donc, Sadio, merci donc d'être venu, je disais. Et on se retrouve certainement
dans quelques semaines pour une autre tribune. Merci beaucoup. Merci, Lewis. Merci énormément. Voilà, oh, il est là, il est là. Voilà, nous allons conclure avec vous. Bernard Pongui, 2 minutes. Vous avez, tout le monde sait que vous avez un plan A qui porte sur la lutte armée, notamment chasser le régime par les armes. Quel est alors votre plan B? Bernard Pongui. Ben, je n'ai pas suivi la question. Nous parlons de la crise et les moyens d'en sortir. Sadio venait de faire son exposé synthèse sur les moyens de juguler cette crise et d'aller aux élections. Alors, en libérant le Congo, voilà, oui, pour libérer le Congo, elle nous a présenté 2 plans. Alors, je voulais que tu nous présentes, en dehors du plan qui est connu de tout le monde, notamment la lutte armée, quelle est la deuxième voie royale qui vous permet de réinstaller la démocratie au Congo? Bon, mais écoutez, nous avons toujours dit que la meilleure option serait l'équilibre de forces militaires. Ça, c'est la première option. Comment trouver cet équilibre de forces militaires? C'est expliquer à tous les partenaires aujourd'hui que Sassou est hyper armé. Il faut trouver des moyens pour apporter la confiance au sein de la population. Nous avons proposé que dans ces mêmes conditions, quand les gens nous parlent de pouvoir apporter l'apaisement, qu'il y ait des forces d'interposition qui viennent au niveau du Congo pour déjà apporter la confiance au peuple congolais. Donc nous demandons dès le départ minimum 40 000 troupes des Nations Unies, puisque c'est cette façon que nous parlons. Maintenant, dans le cas où Sassou refusait qu'il y ait une force d'interposition, en ce moment-là, dans cette résolution, il va y avoir une intervention militaire qui va consister à désarmer le régime Sassou. Ça, c'est sur le point de vue rapport des forces militaires. Maintenant, du point de vue pacifique ou dans la paix, comme vous aimez le dire, ce que Sassou n'est pas prêt à accepter, le chemin pacifique, c'est de venir avec des sanctions économiques, éventuellement lui retirer la signature financière. C'est-à-dire qu'on ferme toutes les valves financières, tous les leviers financiers qui permettent à Sassou de réaliser les corruptions. On ferme les voyages, on asphyxie les parents de ces régimes qui sont à l'extérieur du pays, on bloque tous les avoirs. Et ça serait déjà un levier qui permettait aux gens là de commencer déjà à venir sur une véritable table de négociation, bien sûr, appuyé par les Nations Unies, les amis du Congo, et commencer à penser à pouvoir organiser, mettre en place peut-être un gouvernement de transition qui aura la charge. Vous faites confiance aux Nations Unies quand c'est beaucoup. Voilà, le débat est terminé. D'organiser des élections légitimes, libres et transparentes dont le peuple congolais a besoin de chercher. Mais en tout cas, si vous ne mettez pas en place ces leviers-là, oubliez cette affaire d'élection, oubliez de rebouer les Congolais avec des théories pour dire qu'il va falloir que les associations civiles viendront nous assister pour organiser une élection. Sassou est venu par la violence, il se prépare à quitter de là par la violence. Si vous n'amenez pas l'équilibre de forces militaires, vous ne mettez pas les sanctions économiques dont nous sommes en train de parler, des interdictions de voyager, restrictions complètes, incluant les diplomates, Sassou va continuer à évoluer dans son projet. Vous voyez? Voilà. Voilà l'image. Voilà, M. Pongui est encore parti. Merci donc, Sadio, et à la prochaine occasion. Merci beaucoup, Jean.